Ce n'était pas une vague, vous comprenez, c'était un mur d'eau, blanc, vertical, qui avançait à une vitesse folle. Il nous a frappés par le travers. D'abord, je me suis senti partir en l'air comme catapulté, puis je me suis retrouvé sous l'eau. Le temps m'a paru interminable. Enfin, le bateau s'est redressé. Il n'y avait plus de mât. Nous étions tous les deux accrochés le long de la coque par nos harnais. Ces mots sont ceux de Gérard, recueillis sur son lit d'hôpital de La Rochelle, quand on lui demande ce qui s'est passé en pleine tempête dans le golfe de Gascogne. Aujourd'hui, c'est son récit que je vais vous conter dans ce nouvel épisode d'Histoire de mer. Nous sommes le jeudi 9 septembre 1993. Le Poussera-Pierre III quitte le port de la Corogne en Espagne. Le Poussera-Pierre III est un impensable. Il mesure 8,50 m. Bateau performant, ce plan maurique fut vainqueur de la Halfton Cup 73. Les plans récupérés par Beneteau et légèrement modifiés ont donné naissance au fameux First 30. À son bord, Martine et Gérard. Tous deux ont pris 3 semaines de congé, mais ils n'ont pas pu réellement en profiter car une panne moteur les a bloqués au quai pendant 15 jours, puis c'est un coup de vent qui les a empêchés de quitter le port de la Corogne. Il leur reste 5 jours pour parcourir les 340 milles nautiques qui les séparent de La Rochelle. La météo prévoit un vent portant 4 à 5 Beaufort jusqu'au week-end avec une aggravation du temps le samedi après-midi. Poussé par un vent de sud-est 3 à 5 et par une longue houle, le couple fait cap au nord durant l'après-midi et la soirée. À la nuit venue, Gérard et Martine, victimes d'un mal de mer qui tend à s'aggraver, décident de se dérouter vers Cédéra, à 30 milles nautiques au nord-est de la Corogne, et de renoncer à la traversée. Cependant, arrivés près de la terre, dans l'obscurité et sans carte de détail, ils décident de remettre cap sur La Rochelle. Le lendemain, les conditions de vent et de mer n'ont pas changé. Le bateau marche bien, mais l'équipage souffre toujours du mal de mer. Ils n'ont rien mangé de chaud depuis la veille. Car aucun des deux ne peut descendre à l'intérieur pour préparer un repas sans vomir aussitôt. Ils sont épuisés. Gérard décide de réduire la voile. Il prend un riz dans la grande voile et envoie l'Inter à la place du génois médium. C'est le vendredi soir que les choses commencent à se gâter. L'Inter, qui par l'effet de houle se gonfle et se dégonfle, desserre doucement le nœud de chaise du point d'écoute qui finit par lâcher. La voile, privée de point de tir, bat violemment dans le vent. Dans les chocs, la partie basse de la ralingue est arrachée de l'étai creux. Résultat, il est impossible d'affaler l'Inter. La voile bat violemment et finit par partir en lambeaux. Privé de voile d'avant, le bateau poursuit sa route mais nettement plus lentement. Dans la bagarre, ils ont raté le bulletin météo de 20 h. Dans la nuit, nouveau pépin. La manille qui fixe le palan de grand voile au rail d'écoute se défait. La voile part d'un seul coup et tape violemment dans les haubans, cassant tous les coulisseaux qui fixent le haut de la grand voile au mât. Aussitôt, elle est affalée et ne pourra plus être envoyée car il n'y a aucun coulisseau de rechange à bord. Le moteur est démarré, le bateau continue sa route à sec de toile. Le samedi matin est une belle journée. Un vent 3 à 4 pousse doucement le bateau sur la mer qui s'apaise. L'équipage de l'impensable se sent un peu mieux. Ils arrivent à avaler 2 pommes. Une nouvelle fois, ils ratent la météo. Ils songent à gagner le port le plus proche, mais finalement, ils continuent vers La Rochelle. Le soir, le vent fraîchit et dans la nuit, il atteint Force 9. Le moteur est coupé, la mer grossit. Le bateau se comporte bien à sec de toile et le vent permet de tenir facilement le cap vers La Rochelle. À l'aube du dimanche, la mer et le vent se calment un peu. Gérard et Martine, qui se sont relayés toute la nuit à la barre, sont fatigués. Dans la matinée, le vent monte et la mer se creuse. La houle commence à se croiser et les crêtes à déferler. Le vent souffle maintenant à 60 nœuds en rafale. En début d'après-midi, la situation se dégrade encore. L'impensable, privé de voile, est de plus en plus dur à barrer. Il part régulièrement à la bâtée et au lof. Les vagues se brisent sur le bateau et remplissent le cockpit. L'après-midi se passe ainsi. Ils n'ont rien mangé depuis le départ, hormis les 2 pommes de la veille. La fatigue se fait sentir. Et puis, 2 heures avant la nuit, c'est le drame. Un mur d'eau vertical, bouillonnant, bien plus haut que le mât, percute l'impensable, qui ne peut résister à la force de l'eau et se retourne, éjectant son équipage. Le voilier se redresse, le mât est brisé, la cadène de bas-étai a arraché une partie du pont et le capot avant a disparu. Gérard et Martine sont dans l'eau, retenus par leur harnais. Gérard, au prix d'un terrible effort, parvient à se hisser à bord. Il descend l'échelle de bain, mais la sangle de Martine est trop courte pour pouvoir attraper les barreaux.
Il tente alors de lui passer un bout sous les aisselles pour la hisser à bord. Mais ça ne marche pas. Une déferlante s'abat sur le bateau et le rejette à l'eau. À bout de force, il n'arrive plus à remonter à bord. En dépit de sa brassière, les mouvements de la mer entraînent souvent Martine sous la coque et Gérard ne parvient pas à lui tenir la tête hors de l'eau. Totalement épuisée, elle se laisse aller et se noie. Gérard est anéanti. Il reste prostré un long moment. Puis, il détache son harnais, persuadé que la mer l'emportera aussitôt. Mais non, il est poussé vers l'échelle. Il la saisit et difficilement, il se hisse à bord. Il s'enferme dans la cabine, dévastée, où clapote 30 cm d'eau, et se réfugie dans la couchette arrière, écrasé de fatigue et de chagrin. Il passe là une nuit et une matinée de cauchemar au milieu des déferlantes qui martèlent le bateau. À la fin de la matinée, l'eau atteint les banquettes. Le cockpit ne se vide plus. Gérard décide de quitter ce lieu de mort. Il prépare un sac avec un peu de nourriture, de l'eau, une lampe torche et quelques vêtements. À 16 heures, il saute dans le bib et coupe l'amarre. Et commence alors une dérive de près de 3 jours. Il a chaviré et redressé son canot à plusieurs reprises. Il a tiré des fusées parachutes, allumé des feux à main, sans jamais attirer l'attention des bateaux aperçus au loin. Il a dérivé au gré du vent, du courant, traversé la baie de La Rochelle de nuit sans jamais se faire repérer. Le jeudi matin, le radeau se trouve devant la plage d'Étreilles, juste à côté des Minimes, à La Rochelle. C'est là que Gérard est descendu de son embarcation, sous le regard intrigué des promeneurs. Allez les amis, il est temps de tirer le bilan de cette histoire. Et voilà, on se retrouve pour ce bilan dans le Golfe, pas celui de Gascogne, mais celui du Morbihan, qui est beaucoup plus calme. Alors, que dire de cette aventure? D'abord, Martine et Gérard ont été pris par le temps. Toutes ces pannes, ce coup de vent les a retardés énormément. Ils n'ont pas pu partir en choisissant une météo sur du long terme. Ils ont été un petit peu bloqués. Mais c'était tout de même jouable. Car le coup de vent ne devait arriver qu'à partir du samedi après-midi et être vraiment fort que le dimanche, ce qui s'est passé. Alors, avec un bateau tel que l'Impensable, ils avaient largement le temps de rejoindre La Rochelle. On peut dire que le mal de mer a joué un rôle essentiel dans ce drame, et qu'il peut toucher même les meilleurs marins. Pendant les 3 jours de leur traversée, ils n'ont mangé que 2 pommes et se sont à peine désaltérés. Ce qui est un vrai problème en mer, car ça engendre énormément de fatigue. Et là, dans ces cas-là, notre lucidité est nettement altérée. Et donc, c'est très important de continuer à s'alimenter, de prévoir et de ramener dans le cockpit, par exemple, de la nourriture, des biscuits énergétiques, de l'eau, ça c'est très important, des fruits, du pain sec, tout ce qui peut passer facilement, et se forcer à s'alimenter en permanence. Dormir aussi. Ne pas hésiter à se relayer, même si c'est dormir ici, allongé dans le cockpit, mais ça, il est essentiel de pouvoir dormir pour rester en forme et pouvoir toujours être là et réagir au bon moment et quand il faut. Alors ce sont 2 incidents qui ont privé l'Impensable de ses voiles. D'une part, des nœuds qui se détachent, qui glissent et qui combattent la grand voile et privent de cette voile, et d'autre part, les coulisseaux de grand voile qui sont arrachés, tout ça parce qu'un palan de grand voile se trouve largué par un manque de serrage d'une manille, et il faut toujours penser à assurer ces manilles. Alors si une telle mésaventure vous arrive, si vous perdez l'utilisation de l'étai, que vous ne puissiez plus envoyer de voile à l'avant, sachez qu'il est toujours possible d'envoyer une voile d'avant si vous en avez une, ne serait-ce que le tourmentin pour gagner quand même un petit peu de vitesse avec la drisse de spi sans forcément l'endrailler. Vous mettez le point d'amus fixé à l'avant, puis vous envoyez votre voile comme ça, uniquement bien souqué, bien étarqué avec la drisse de spi, et ça fonctionne très bien, surtout dans le cas où vous êtes au portant comme c'était le cas pour l'Impensable. Pour l'Icolisto maintenant, car il a arraché tout l'Icolisto, mais il faut savoir qu'il était déjà sous 2 bandes de riz. Donc quand il y a 2 bandes de riz, il reste déjà un certain nombre de coulisseaux utilisés au niveau de la bande de riz. Et ces coulisseaux-là, vous pouvez les déplacer, les mettre sur les parties hautes de votre grand voile, tout en gardant bien sûr les 2 riz. Si vous n'en avez pas assez, il est toujours possible également de passer comme ça et de translacer avec un bout dans les œillets. Vous passez comme ça dans l'œillet, attaché autour du mât, vous suivez avec votre bout la ralingue
hop, même longueur. Vous le passez dans l'œillet. Vous pouvez faire le tour du mât. Vérifiez votre longueur. Voilà. Et là, vous l'attachez de nouveau. Et comme ça, c'est comme ça, vous pouvez hisser votre voile. Et ça marche très bien, au moins jusqu'aux barres de flèche. Alors, ces bagues tueuses a jeté Gérard et Martine à la mer, ce qui aurait pu tout à fait être évité si ils avaient pu être attachés beaucoup plus court. Ici, sur le Nomade, on prend l'habitude de s'attacher dès la sortie du bateau. Hein, on s'attache sur un mousqueton qui se trouve ici, au fond du cockpit. On attache notre mousqueton ici. Et vous voyez qu'il est très facile ici de s'attacher avant de sortir du bateau. Et une fois attaché, on peut aller ici à la barre. Donc un conseil, laissez-le par mauvais temps attaché toujours au fond du cockpit et vous vous détachez que quand vous êtes à l'intérieur du bateau. Voilà les amis, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, sachez qu'il y a déjà une première vidéo qui est sortie dans Histoire de mer. N'hésitez pas à aller la regarder sur la chaîne YouTube. Également, vous pouvez vous abonner, me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire également. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans des prochaines aventures d'Histoire de mer.